Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham le JCE. Aujourd'hui on finit les cartes truands de la boîte La Cité Engloutie avec un soutien à XP, une compétence à XP et un soutien à 5 XP. Première carte, Occultation, soutien de niveau 2 qui coûte 2. Qui occupe un emplacement d'arcane, très rituel, limite de 1 par investigateur, scellé 0, vous avez le droit de résoudre ce mot-clé à nouveau après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu. Réaction, quand vous engagez un ennemi, inclinez occultation et libérez un pion scellé ici, effectuez immédiatement une action combattre ou échapper à contre cet ennemi. Lors de ce test de compétence, votre valeur de compétence de base est égale à la valeur occulte de votre lieu. Alors, emplacement d'arcane, c'est un emplacement qui est pas trop disputé chez les truands. Première chose positive. On scelle un 0. Bon, il faut sceller un pion qui est positif. Je crois que c'est le cas pour tous les soutiens de cette boîte qui scellent des pions, pour donner un effet positif. Voilà. On résout ce mot-clé après avoir révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans un deck. Alors, soit le deck du combattant qui fait l'exploration quand il n'y a pas d'ennemis à combattre, soit dans un deck de truands biclassés chercheurs qui va beaucoup se déplacer avec par exemple éclaireur ou avec chaussures de randonnée. Par exemple, alors Monterey Jack n'a pas accès à cette carte-là parce qu'il n'a pas accès aux cartes truands à XP. Et donc voilà, si vous déplacez avec éclaireur, avec chaussures de randonnée ou avec d'autres effets, vous aurez beaucoup d'occasions de sceller des pions. Quel est l'effet de cette carte? C'est de gagner une action combattre ou échapper à au moment de l'engagement d'un ennemi. Et, alors en libérant le pion, il n'est pas obligatoire que ce soit une action basique. Déjà les ennemis on les engage quand on les pioche du deck de rencontre ou quand on choisit de s'en donner. Par exemple en jouant taper dans la fourmilière. Voilà, taper dans la fourmilière, on va chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du deck, on le génère engage avec soi, et on découvre un indice dans son lieu, et on gagne des ressources. Vous venez pour la fête, on va chercher un ennemi non élite dans le deck de rencontre, ou la pile de défausse rencontre, on le génère incliné et engage avec soi, et on pioche des cartes, et autant de cartes que la somme des valeurs de dégâts et d'horreur de l'ennemi. Ou alors, en chasse de niveau 3, pendant la phase du mythe, on va chercher un ennemi, on le génère engagé avec soi. Donc voilà, quand vous devenez engagé avec cet ennemi, vous pouvez immédiatement combattre ou échapper à. Alors, vous venez pour la fête, ça génère l'ennemi incliné, donc vous n'allez pas essayer de lui échapper. Vous allez directement le combattre. Par contre, avec taper dans la fourmilière et en chasse de niveau 3, vous pouvez essayer de lui échapper. À noter que si vous avez combat déloyal, cette évasion vous permet en cas de réussite de faire une attaque, et cette attaque vous aurez plus 2, parce que l'ennemi sera incliné. Alors le point très aléatoire, c'est que votre valeur de compétence de base est égale à la valeur occulte de votre lieu. Donc parfois ça sera très positif, parfois non. Si vous mettez ça dans un deck, c'est que vous voulez faire de l'évasion ou du combat ou les deux et que vous avez une valeur de base correcte et que vous avez potentiellement des bonus pour. Donc vous avez a priori une valeur de base de 3 ou 4. Il est peu probable que votre lieu vous apporte un bonus, parce que ça veut dire qu'il faudra avoir un lieu à valeur occulte de 4, 5, voire plus. Mais si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de... alors 0, je crois que c'est quasi
on le voit quasiment jamais, mais si vous êtes dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 ou de 2, eh ben le test va être difficile à réussir. Voilà. À noter qu'il y a des cartes pour réduire la valeur occulte des lieux. J'ai pas en tête de carte joueur qui augmente la valeur occulte du lieu. Ce qui est assez logique, hein. On veut pas se rendre la tâche plus dure. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire remarquer ? Pourquoi est-ce qu'on veut échapper à cet ennemi ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait échapper à cet ennemi qu'on vient d'engager ? Alors, le combattre, c'est pour s'en débarrasser et lui échapper. Encore une fois, on est dans cette logique du « j'ai un ennemi, mais je le garde un petit peu ». Je vais pas remontrer toutes les cartes, mais si vous avez un effet de discussion, si vous avez escroquerie, faux papier, déconcerté, voilà. Voilà. Et est-ce que j'avais un dernier truc à dire ? Je pense pas, non. Donc, carte suivante. Regardez ça. Alors, la version de niveau 0, elle était dans le pack Le Masque Blême, compétence avec un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité, trait stratagème, à attribuer uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, dépenser jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire pour attribuer regardez ça à un test de compétence. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagnez le double des ressources dépensées. Là, la version de niveau 3, elle a 3 icônes libres et l'effet c'est le même. Alors, j'ai cherché les compétences avec 3 icônes libres. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, D c'est pour icône libre. Il y a celle-là. On peut noter que prendre l'initiative, ça va perdre un icône libre pour chaque action réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Donc en fait, pour votre première action, ou pendant la phase du mythe, c'est un plus 3, puis un plus 2, plus 1, et potentiellement plus 0. Esprit curieux, il faut qu'il y ait un indice dans votre lieu. Si vous êtes malchanceux, quand vous avez cette carte-là, il n'y a plus d'indice. Ni la pluie ni la neige, c'est une carte signature. C'est meilleur, mais bon, c'est une carte signature. Donc là, niveau 0, on a une carte qui donne un plus 1 à un test autre qu'un test d'intelligence. Là, on a un plus 3 à n'importe quel test. C'est un énorme gain. Et sinon, donc là, avant on n'avait que plus 1, avec 3 icônes différentes sur les 4. Là, on a un plus 3. Et dans un deck de truands, ça peut être bien pour tout, mais ça peut être bien notamment pour avoir une carte à mi-chemin entre le plus 2 de cran et le plus 4 de faire votre... Faites vos prières. Donc moi, ça c'est une carte que je trouve intéressante dans un deck de truands en disant ça m'aidera pour les tests de volonté, mais contrairement à cran où faites vos prières, si j'ai un test d'autre chose que de la volonté qui est très important, je peux l'attribuer quand même. Et puis l'effet imprimé, c'est on va parier, donc dépenser jusqu'à 3 ressources pour essayer d'en gagner le double. Alors si vous en gagnez le double, vous payez, on va dire ça, vous payez X, et si vous réussissez d'au moins 1, donc si vous réussissez tout juste, vous avez perdu vos ressources, mais si vous réussissez d'1, vous gagnez 2x, donc vous avez fait un bénéfice de x, x valant maximum 3. Donc la carte de niveau 0, c'était je parie des ressources pour me donner un plus 1, et si je réussis d'au moins 1, je gagne des ressources. Mais pour que je gagne les ressources, c'est-à-dire que je suis dans une situation dans laquelle j'aurais réussi mon test de 0 sans la compétence. Là, il faut réussir de 1, mais on s'est donné un plus 3. Donc si on n'avait pas attribué la carte, on aurait peut-être échoué de 2. Grâce à la carte, on a réussi de 1, et en plus on a fait du bénéfice de ressources. Donc, un bonus qui est bien plus intéressant, et en plus, de bien meilleures probabilités de gagner des ressources. Alors cet effet de parier des ressources, il existe dans Flambeur, voilà. En action rapide, on dépense 3 ressources, on incline Flambeur, on gagne plus de son test de compétence, et si on réussit, on gagne 3 ressources. Donc on dépense 3,
pour se donner un +2, et si on réussit d'au moins 0, on se rembourse. Et Grégory Gris, on parie sur le degré de réussite, et si on a raison sur le degré de réussite qu'on atteint, on gagne les ressources qu'il fournit. Voilà, il coûte 3 ressources, potentiellement il en fait gagner 9, donc il peut faire un bénéfice jusqu'à 6. Et bien évidemment, gagner des ressources, pour un truand, ça peut servir dans un deck truand friqué avec relation influente, là de niveau 3. Voilà, hein. Au maximum, regardez ça, augmente votre stock de ressources de 3. Avec la ressource de la phase d'entretien suivante, vous augmentez de 1 le bonus que vous donne relation influente. Et vous pouvez être dans une situation, je sais pas moi par exemple, vous avez un truand qui a une volonté de 2, vous piochez un reste pourrissant, donc difficulté 3, je sais pas si j'ai dit, voilà, vous avez 7 ressources, vous utilisez relation influente, ça vous donne un +1, donc vous êtes à 3 contre 3, vous attribuez, regardez ça, vous êtes maintenant à 6 contre 3, vous misez 3 ressources, voilà, 6 contre 3, vous piochez un -2, vous réussissez de 1, vous gagnez 6 ressources, donc vous avez maintenant 10 ressources. Et pour 2 ressources, vous redressez relation influente, et maintenant, si vous faites un test pendant votre tour, relation influente vous donne un +2. Et dernière carte de cette vidéo, la Gatling. C'est donc un soutien de niveau... J'avais failli oublier un truc. Donc soutien de niveau 5 qui coûte 5, qui occupe les 2 emplacements de main, trait, objet, arme, arme à feu illicite, utilisation 12 munitions, action dépenser 1 à 6 munitions, combattre, vous gagnez +X en force pour cette attaque, la difficulté de cette attaque est égale à la somme des valeurs de combat de tous les ennemis dans votre lieu. Au lieu des dégâts normaux, cette attaque inflige X dégâts à répartir comme vous voulez parmi les ennemis dans votre lieu. X est le nombre de munitions dépensées comme coût de cette capacité. Alors, il y a un commentaire assez long, mais le premier truc qu'il dit, c'est le grand frère du bar M1918. Les gardiens ont donc cette arme de niveau 4, qui coûte également 5, qui occupe les 2 emplacements de main, qui a 8 munitions, et qui vous permet de dépenser 1 à 5 munitions pour avoir +X en force, et d'infliger X dégâts. X étant le nombre de munitions dépensées. Là, on a 12 munitions, on en dépense jusqu'à 6, on a pareil +X et X dégâts, sauf que la Gatling, la difficulté du combat, c'est la somme des valeurs de combat des ennemis du lieu, au passage y compris ceux qui sont distants, y compris ceux qui sont pas engagés avec vous, et on répartit les dégâts. Alors répartir les dégâts, ça fait penser au lance-flamme. Par contre le lance-flamme, lui, alors il donne un +4 fixe, il dépense les munitions une par une, et on cible, alors on ne peut blesser que les ennemis avec lesquels on est engagé, mais la difficulté c'est la valeur de combat la plus élevée parmi les ennemis engagés avec soi. Voilà. Donc cette arme-là peut faire beaucoup de dégâts d'un coup, elle peut faire jusqu'à 6 dégâts en une attaque, elle peut tuer plusieurs ennemis en une seule attaque, mais par contre elle dépense les munitions très vite. Et alors je sais plus où j'avais fait la remarque, ouais voilà c'est ici. Je dis voilà, j'ai jamais été fan de ces armes qui ont plein de munitions mais qui les dépensent rapidement. Voilà, si on calcule le nombre de dégâts ou d'ennemis tués par on va dire chargeur, le 45 automatique, un tir égale 2 dégâts, avec ces 4 munitions il peut faire jusqu'à 8 dégâts. Le lance-flamme c'est jusqu'à 4 dégâts par tir et il peut faire 4 tirs, donc un total de 16. Mais la Gatling c'est jusqu'à 12. Voilà, chaque tir elle fait X dégâts,
x étant égal maximum à 6, et x étant égal au nombre de munitions dépensées, et elle a 12 munitions. Donc certes, vous pouvez faire en un tour, vous faites 2 attaques à 6 munitions chacune en un tour, vous pouvez faire 12 dégâts, mais maximum 12 dégâts. Et puis quand on les recharge, voilà les événements qui rechargent, c'est par exemple munitions supplémentaires, on va mettre 3 pions munitions, et bien sur le 45 automatique, et l'aventurier aussi, voilà. Alors, oui voilà, munitions supplémentaires ça met 3 munitions, contrebande ça double les munitions, recharge rapide on remonte au nombre d'utilisations, et l'aventurier lui il met 3 munitions. Et bien si on regarde, un aventurier, il donne 6 dégâts supplémentaires avec le 45 automatique, si on réussit les 3 attaques, 12 dégâts avec le lance-flamme, mais seulement 3 dégâts avec la Gatling. Donc la Gatling, elle dépense très vite ses munitions, et la recharger n'est pas du tout rentable. Sauf éventuellement, voilà, si vous avez contrebande. Vous jouez la Gatling, elle a ses 12 munitions, tout de suite vous faites contrebande, elle a 24 munitions, soit vous jouez l'autre exemplaire de contrebande, soit vous avez des doublés, allez hop, vous êtes maintenant à 48 munitions. Vous avez donc une arme qui peut faire 48 dégâts. Sauf que ça vous a coûté 3 actions, enfin, il a fallu jouer l'arme, il a fallu faire les 2 contrebandes, ça vous a coûté 13 ressources, et puis vos 48 munitions, ça vous fait 8 attaques. Si vous en ratez quelques-unes, vite fait, votre arme se retrouve... Enfin, comment dire, un échec automatique quand on attaque avec le lance-flamme, on a encore 3 tirs derrière. Un échec automatique, quand on utilise 6 munitions sur la Gatling, on n'a plus qu'une attaque derrière. Donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Et je l'ai mentionné, pareil dans ma critique de la carte, pour moi il y a un seul truc éventuellement qu'on peut faire avec cette carte-là. Je mentionnais la combo dans la vidéo précédente. Jouer le Ravigile. Donc pour rappel, action rapide, on dépense une ressource, on choisit un soutien objet de sa main et on le joue en payant son coût, ou alors, action rapide, on défausse un soutien objet en jeu et on gagne 2 ressources. Et contact avec la pègre, soutien de niveau 2 exceptionnel qui coûte 1, action, on dépense 2 ressources, on pioche la carte qui lui est attachée, et en réaction, quand un soutien illicite en jeu que vous contrôlez est défaussé, inclinez contact avec la pègre, attachez ce soutien à cette carte face cachée, limite de 1 soutien attaché. Donc, la succession d'événements, je l'ai indiqué là. Ah oui, si on joue pas en version tabou, tour de passe-passe permet en action rapide de le jouer, ensuite on fait 2 ou 3 gros tirs, 2 x 6 dégâts ou 3 x 4, et il remonte en main. Mais si on joue avec la liste des tabous, tour de passe-passe n'est utilisable que sur les cartes de niveau 3 max. Mais donc, jouer le Ravigile et connexion avec la pègre, on joue la Gatling, on l'utilise jusqu'à ce qu'elle ait plus de munitions, on utilise Joey pour la défausser et gagner de ressources, on attache la Gatling à connexion avec la pègre, on dépense une action et 2 ressources, j'ai oublié de le marquer, pour remonter la carte dans sa main, et ensuite, on dépense une ressource et pas d'action, pour rejouer la Gatling avec Joey. Ce qui veut dire qu'au final, on dépense une action et une ressource pour passer de j'ai une Gatling vide à ma Gatling est pleine de munitions. Voilà. Mais je n'ai jamais joué le bar, je n'ai jamais joué la sulfateuse, je suis pas fan de ces armes-là. Comme je l'ai marqué encore une fois dans ma critique, on a le Mauser, on a la Beretta, on a éventuellement le fusil à canoncier, les Colt de Tony si on joue Tony, et il y a les armes à feu de gardien qui sont aussi très efficaces. Voilà, et bien le récap. Alors occultation, je sais pas trop qu'en faire de cette carte parce que
En fait, c'est le fait d'avoir une valeur de base qui correspond à la valeur occulte du lieu. On ne sait pas si ça sera fort ou pas, on voudra l'utiliser dans certains lieux, pas dans d'autres, bon. Maintenant, c'est une carte qui, encore une fois, joue sur cette idée. Je laisse les ennemis sur le plateau, à un moment donné, il y en a un qui m'engage, et ben immédiatement, hop, j'essaie de lui échapper. Comme ça, je me prends pas son attaque, il reste dans le coin. Comme action d'évasion, l'idéal c'est que je fasse un se faufiler, comme ça il se redresse pas, il reste sur le plateau, j'exploite sa présence, je me barre avant qu'il me rattrape. Voilà. Donc pour truand, type Triche et type Alessandra Zorzi, ou aussi, donc qui font beaucoup de découvertes d'indices avec la discussion, ou aussi Lucius, qui tout simplement veut, une fois par round, réussir largement une évasion. Regardez ça, la version de niveau 3, 3 icônes libres sur une compétence, c'est très bon, c'est rare. Et puis il y a un effet sympathique de potentiellement de gain de ressources. Voilà, si vous avez peur que votre truand ne gère pas les tests de volonté, vous mettez ça dans votre deck, et en même temps que ça vous aide à réussir vos tests de volonté, ça peut vous fournir des ressources. Il y a quand même à considérer le fait qu'il faut réussir d'au moins un. Donc c'est peut-être... Tiens, je l'ai pas mentionné. C'est peut-être accumulé. Par exemple, regardez ça plus 2 fois opportuniste de niveau 2, vous donnez un plus 5. Si vous réussissez... Alors si vous ratez, vous ratez. Si vous réussissez de 0, les 3 compétences vous ont aidé à réussir, mais n'ont rien apporté de plus. Si vous réussissez de 1 ou plus, vous gagnez des ressources. Si vous réussissez de 2 ou plus, vous gagnez les ressources, et les copies d'opportunistes vous remontent en main. Voilà. Et pour finir la Gatling, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout faire une arme à feu qui permet de faire 6 dégâts sur des cibles multiples en une action, c'est une chose, mais pour ça il faut vider la moitié de son chargeur. Si on pioche un échec automatique, on n'a plus qu'une seule possibilité de refaire la même attaque. On dépense les munitions tellement vite que c'est quasi impossible de recharger avec des moyens standards. Et donc cette carte-là, éventuellement, je la jouerai dans un deck avec Joël Vigile de niveau 3 et Contact avec la pègre. Et c'est tout. Voilà, c'était la dernière vidéo sur les truands. Semaine prochaine, on fait les vidéos sur les mystiques. Et puis moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.